On est devant le Gaumont Opéra et là tout de suite il y a un rassemblement des opérateurs projectionnistes essentiellement de la chaîne Gaumont Pathé. Le problème c'est que demain il n'y aura plus de projectionnistes dans les cinémas. Même si aujourd'hui il y a une gestion prévisionnelle des emplois qui est proposée par Gaumont Pathé, à l'avenir on voudrait fonctionner sans eux. Je travaille chez Gaumont Pathé. Je pense que dans les autres grands groupes, chez MK2 par exemple, c'est ça aussi. Oui, il y a vraiment une transition énorme et le métier a vraiment en grande partie a disparu, c'est plus de la surveillance. Mais c'est la transition qui nous propose et nous proposer à être simplement agent d'accueil, un petit peu projectionniste, homme d'entretien le matin, c'est assez dur parce que nous on avait un vrai métier et même si notre métier disparaît, on ne peut pas être homme à tout faire. Donc demain on leur propose de se retrouver à vendre des pop-corn, à changer une vitre ou à faire de la plomberie. En fait l'idéal des exploitants de cinéma, c'est un opérateur pour tous les cinémas du monde. On dit qu'il n'y a plus besoin de projectionnistes, il n'y a plus de projectionnistes en cabine. Du coup, c'est qui va surveiller les projections? D'accord. Eh ben, c'est les spectateurs. Et les gens mettent un petit temps de réaction à prévenir. T'es là en train de regarder ton film et puis t'as plus d'image. Ou alors, moi ce que j'aime bien, c'est les sous-titres qui s'en vont aussi. Le numérique, c'est on a tous des ordinateurs qui s'allument pas, qui plantent, ben voilà, c'est ça en fait. La 3D qui est dégueulasse, le numérique qui est dégueulasse. C'est vraiment du sous-cinéma quoi. On n'a pas la qualité d'image qu'on avait en 35. Le seul avantage du numérique, c'est que les copies ne sont pas rayées. Les spectateurs, ils vont être bien gentils, ils vont payer plus. Et en plus, s'il y a un problème, c'est eux qui iront prévenir. Quoi. On vous donne pas les clés de la cabine encore, mais ça pourrait venir. Quoi. Moi, ça me ferait marrer. Quoi. Non, c'est ça. C'est pour faire du fric, toujours plus de fric. Ça, c'est une société qui engrange. Je ne voudrais plus dire de bêtises, mais dans les 26-27 millions d'euros en 2011. S'ils continuent dans cette politique-là, dans bientôt, les gens n'iront plus au cinéma. Les prix sont de plus en plus chers. Il faut compter à peu près 11,50 pour aller voir un film. Ça, moi, je regarde la logique intrinsèque du numérique qui est en train de se développer partout. C'est une logique capitaliste. Le capitalisme, c'est la centralisation, c'est la baisse des coûts, c'est la réduction des effectifs. Gaumont Pathé, la casse de nos métiers ne passera pas. Ouais, tu crois? Ouais. Vous les dérangez pas là, c'est peut-être. On les dérange un petit peu. Vous les dérangez là? Un petit peu, ouais, quand même. Oui. Oh, on a eu la presse, tu vois. L'Express, tu vois, enfin des trucs comme Télérama. Enfin. Mais vous n'êtes pas les Femen aussi, il faudrait vous mettre torse nu ou en string. Vous êtes là pour réaliser un reportage à propos d'une mobilisation contre Notre-Dame-des-Landes et Vinci. On est à l'université de Paris 7. Tout ce que vous voyez là, c'est des gens du collectif Paris 5e 13e contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et en fait, on se demandait comment montrer aux Parisiens que cette lutte les concerne aussi. Il se trouve que l'entreprise qui construit cet aéroport, c'est l'entreprise Vinci, qui est une énorme boîte, et qui a également construit les bâtiments à Paris 7. En partenariat public-privé. C'est un mode de financement où l'État en fait cède ses droits de propriété sur des hôpitaux, sur des universités, etc. à des groupes privés comme Vinci, Bouygues, etc. Et donc sur l'université Paris 7, c'est ce qui s'est passé. Il y a 4 bâtiments qui ont été construits par Vinci. Le problème, c'est en effet quand la puissance publique, comme ici, considère qu'il y a plus d'efficacité du côté de ceux qui ont pour primat le profit plutôt que l'intérêt public. Vinci n'a pas voulu construire les bâtiments aux normes suffisantes. Les planchers devaient résister à 400 kg au mètre carré et finalement ils résistent qu'à 150 kg. Donc on ne peut pas mettre de livres, on ne peut pas mettre des étudiants trop nombreux, etc. C'était sympa de la part de Vinci de vouloir réduire les effectifs des classes. Oui, effectivement. C'est la fac qui doit payer pour réparer un certain nombre des malfaçons. Donc c'est tout ça qui est pris sur le budget qui pourrait être donné pour l'encadrement des étudiants, pour réduire l'effectif par exemple dans les TD, etc. Le bâtiment Olympe de Gouges qui est là-bas, dans lequel moi j'étudie, 2 jours après l'installation, il y avait déjà des fissures dans les plafonds, quoi. Maintenant c'est trop tard, les bâtiments ils sont construits. Sur Notre-Dame-des-Landes, c'est encore complètement jouable quoi, de gagner cette lutte-là. On retrouve ainsi sur les meilleurs coûts. Et en l'occurrence, les investissements, ils les font tout azimut aujourd'hui et ça passe aussi par la construction d'aéroports et en particulier d'espaces de parking puisque c'est comme ça qu'ils rentabilisent leur projet Vinci sur l'espace de Notre-Dame-des-Landes. On est autour d'un projet rétrograde parce qu'il repose sur des prévisions anciennes et une vision ancienne, je dirais, du développement des transports. Dans une période économique d'austérité,
c'est difficilement justifiable de construire à fond perdu ce qu'on est en train de développer aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes avec un aéroport. Et qui met en cause, en péril, un certain nombre de terres dont on peut penser qu'elles seront utiles pour les générations futures. Et les générations actuelles le disent très clairement en occupant le site. Sur place, c'est vraiment, ça fait rêver, quoi. C'est un mode un peu collectiviste. Sur Notre-Dame-des-Landes, on a aujourd'hui une certaine convergence entre les agriculteurs, des gens qui habitent dans la région, etc., qui sont opposés au projet. Mais bon, c'est pas non plus très connu, parce que dans les grands médias, ce dont on parle, c'est plutôt les violences, on les fait passer pour des anarchistes, etc. Les étudiants sont sensibles à la problématique de Notre-Dame-des-Landes ou à la mobilisation un petit peu? Ça dépend lesquels, mais j'ai pas l'impression. Oui, je pense qu'ils étaient plutôt bien reçus. Vous savez ce qui se passe? Pas du tout. Pas du tout. On pense, Dominique, c'est pour le nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais à part ça, pas trop, non. Nous, on essayait de lire justement ce que ça voulait dire, c'était un peu étrange. C'est violent. On voit Vinci dégage. Enfin, je sais pas, Vinci c'est bien l'entreprise, non? Leur but c'est pas d'être sympa, ils ont jamais été sympas. Vous êtes sensible à la mobilisation à Notre-Dame-des-Landes? Pas vraiment, non. Ouais, pardon? C'est quoi? Des gens qui envahissaient le terrain pour bâtir l'aéroport pour dire non en fait. Enfin... Comment ils partent en vacances? Ici c'est en avion, bah, ils n'ont pas de crédibilité. Je regarde pas vraiment les infos, je lis que ce qu'il y a dans le journal et j'y fais pas forcément attention. Donc. Pour l'instant, bah, voilà, on parle plus du mariage gay, des choses qui sont plus, pour moi, plus importantes en fait. Donc non, je suis pas très interpellé par ça. Qu'est-ce qui m'a fait rire pour la dernière fois? Quelqu'un qui a glissé et qui est tombé. Peu importe, qu'elle rate une marche, plof, qu'elle tombe sur le ventre, plof, voilà, tout ça c'est épouvantable, c'est comme ça. Pourtant ça fait mal à la personne. Eh bien exactement, même moi j'ai fait un vol plané, je me suis cassé le bras, mais personne ne m'a vu. Heureusement, hein. Hier, je suis venue en cours en fauteuil roulant pour sensibiliser mes élèves au handicap. Et ça les a fait rire, mais en même temps, ça les a sensibilisés. Vous avez ri ce matin? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez ri hier? Non. Ça fait longtemps que vous n'avez pas ri alors? Bah voilà, c'est pour ça. Mais si, regardez, vous riez. Si. Bah, vous avez bien raison de demander aux gens ce qui les fait rire, parce que je me disais que les gens faisaient tous la tronche. Voilà. Je peux te demander, toi, ce qui t'a fait rire pour la dernière fois, là, récemment? D'être tombé des escaliers. Comment ça? Hier. Je marchais, je suis tombée. Tu as retrouvé les 4 fers en l'air? Ouais, voilà, j'ai eu une entorse. Oh zut alors. J'étais avec des amis, donc ça m'a fait rire. J'ai vu une dame tomber. Ah, de quelle manière? Non mais elle est tombée sur les escalators. Ça vous a fait beaucoup rire? Ouais, mais ça m'a fait un peu de la peine aussi. Et c'était mon anniversaire, il est rentré avec des fleurs, un rosier, et je lui dis « Oh, t'es gentil, c'est pour moi ?» Il me dit « Non, c'est pour moi. » C'est un vrai salopard, hein. C'est en lisant un livre sur Madame Chiang Kai-shek, qui apprend à son mari à parler anglais. Et son mari se trompe, et quand il dit bonjour à un autre diplomate, il dit « Kiss me darling ». Voilà. Il faut pas grand-chose, hein. On a beaucoup ri avec l'histoire de Cahuzac. Ouais. Quand vous arrivez au kiosque de journaux et qu'il y a écrit « Je m'excuse, je m'excuse ». Ça m'a beaucoup fait rire. Si on rit, je crois que ça augmente la vie. Il y a longtemps que vous n'avez pas ri, vous alors? C'est vrai. C'est ça. Maintenant, je reprends. Il faut reprendre. Voilà. Avec le soleil, c'est obligé. Voilà. Il faudrait faire des ateliers du rire. Oh, je ris de mes bêtises, par exemple. C'est quoi la grosse bêtise qui vous fait rire? Par exemple, je cherche mes clés, je les ai mis dans le frigo. La réaction d'une dame à la RATP tout à l'heure, parce que en fait j'ai mis mon pass et il n'y a qu'un débattant qui s'est ouvert et je sais pas, un dysfonctionnement, et je suis allée la voir et elle m'a dit c'est moi qui lui ai dit que je passais pas avec mon gros ventre et ça l'a fait marrer, voilà. Et t'as pris ça bien toi en fait? Très bien, oui. C'est quand il m'a dit que c'est que maman elle est musicienne parce qu'elle met son dos sur le sol. C'était pas mal, hein? Pour moi, l'humour, c'est tout. Enfin, je veux dire, voilà, si je ris pas, on meurt. Puis la dégradation, vous vieillissez, tout va de travers, etc. Mais l'humour, vous pouvez le garder très 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 longtemps. On est actuellement sur l'esplanade de la Défense et on est juste en face de la Grande Arche. On est le cercle de silence de la Défense. Et on se réunit tous les 3e jeudis du mois
pour témoigner notre solidarité avec les sans-papiers. Pendant 1 heure, on reste en silence. Nous avons une tartine dans le dos, chacun, on appelle ça une tartine, avec des textes différents. D'ailleurs, on va chacun en mettre une, et puis on ne dit rien pendant 1 heure. Vous savez ce qui se passe en face? Non. Maintenant que je viens de lire, oui. Pourquoi ils sont là d'après toi? Bah, logiquement pour se faire entendre, pour manifester, faire entendre ce qu'ils veulent faire entendre aux gens. Et donc ça fait maintenant un petit peu moins de 2 ans que le Cercle de Silence de la Défense essaye d'attirer l'attention des travailleurs d'abord de la Défense et puis aussi des gens qui passent ici. Disons que c'est pas trop un lieu où on est habitué à parler de ça, quoi. Donc effectivement ça dérange, oui, ça dérange un peu, oui. Je sais pas si ça pose des questions, mais ça dérange un peu, oui. Je sais pas. Je suis pas d'avis en fait. Je considère que c'est important qu'en France on arrive à bouger sur ce sujet. Et moi qui suis militante de gauche, je suis un peu déçue sur la situation actuelle. C'est facile de venir, nous, tous les 3e jeudis du mois, de 12h15 à 13h15. Mais bon, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des gens qui viennent, qui voient et qui adhèrent. On choisit cet horaire parce que c'est l'horaire normalement où les travailleurs de la Défense quittent leur tour et viennent prendre l'air. Voilà, on prête attention au message, mais bon voilà, après, moi de mon côté, je vais pas plus loin. Je viens juste de voir ça maintenant, je peux pas trop parler de ça comme ça. Parce que notre objectif, c'est de sensibiliser les travailleurs, aussi les travailleurs de la Défense et les étudiants, parce qu'il y a d'ailleurs aussi des étudiants à la Défense. Bon après, derrière, ça m'intéresse pas plus que ça. Pourquoi ça t'intéresse pas? Parce que je connais pas vraiment les lois en vigueur pour les sans-papiers et tout ça, je suis encore jeune, la politique m'intéresse pas trop. C'est pas de la politique ça, c'est de l'humanité. Ou de l'humanisme. Oui, c'est important. Parce que tous les gens ont le même droit d'être heureux, d'avoir une vie humaine. Il y en a quelques-uns qui s'arrêtent et qui veulent savoir, qui sont intéressés, qui parlent même, si on leur donne un tract, puis d'autres qui passent, et puis certains qui ont des réflexions très caustiques. Les gens ont peur, ils se demandent ce que c'est, ils sont inquiets. Et puis ils ont peur de tout ce qui est nouveau, ils se sentent agressés. Peut-être on n'a pas trouvé encore la formule qu'il faut, je sais pas. Pourtant, il y a des endroits où ça marche bien, dans Paris, à Toulouse, dans certaines villes de province, il y a vraiment un cercle de silence. Mais c'est quand même un lieu très impersonnel, la Défense. Hein. Mais c'est une forme d'action qui est pacifique, enfin qui est non violente, qui est respectueuse. Hein. Alors peut-être que on arrivera un jour. Enfin moi tout à l'heure j'avais remis un message sur Facebook, mais c'est vrai que les amis que j'ai habitent pas forcément le coin et que voilà, je sais pas quel est le bon outil pour faire prendre conscience qu'il y a vraiment des enjeux extrêmement importants par rapport à l'immigration. C'est pour manifester un droit légitime, c'est avoir des papiers. Moi je dis que je vais avoir un bout de papier, c'est tout. Hein. On ne demande pas la lune, hein. On demande juste les papiers pour travailler. On est depuis longtemps ici en France, nos parents aussi ils étaient là, ils ont construit la France, ils ont libéré la France. Nous on a le droit d'exister ici. Tous ces gens que vous voyez là, c'est des gens qui existent réellement. Mais la loi et le gouvernement ne veut pas les voir. On ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Sans papier, on ne peut rien faire. En fait, ça fait 6 semaines que le 9e collectif, donc des sans-papiers, appelle à des manifestations qui partent d'ici pour aller jusqu'au domicile de Valls. Parce que maintenant, tout le monde devrait être au courant que Valls, il habite juste à côté de Bastille, rue Keller. Depuis que le ministre de l'Intérieur est passé, il a demandé c'est qui ces gens-là. Quand il a annoncé que c'était des gens sans papier, il a dit je ne les veux plus dans ma rue. Il a donné l'ordre qu'on ne bouge pas, il faut qu'on reste devant la bouche de métro. Il a peur que le pouvoir se prenne dans la rue et j'espère bien qu'un jour il se prendra. Libérez nos camarades et nos camarades. Merci. Libérez nos camarades. Il est où le périmètre là? Il est là, madame. On m'a dit non,
vous êtes rentrés, maintenant c'est trop tard. Donc je suis enfermée dans le cercle. Oui, c'est débile. On peut rentrer dans la manifestation, mais on n'a pas le droit de ressortir. Voilà, c'est les ordres. Moi, j'ai jamais vu une manifestation où on te dit soit tu choisis d'être dans la manifestation et tu y restes, soit tu choisis de ne pas y être et voilà. Du coup, ça m'embête parce que du coup j'ai un rendez-vous et que je peux plus sortir du cercle. Le mec, je veux passer là, le flic, tu veux passer? Le flic il me dit mais c'est la moindre des politesses, vous me demandez? Je demande quoi? On n'a pas le droit de se rassembler en France aujourd'hui? Bon, maintenant je vais y aller quand même. Voilà. Nous, on manifeste d'une manière pacifique. Et à chaque fois, ça se termine pacifiquement. On respecte les délais, on respecte les horaires. La violence, elle est de côté de la police. La dernière fois, ils nous ont bousculés. Il y a des enfants, il y a des femmes. Moi, j'ai pris des coups, j'ai des bleus. J'ai eu les pantalons qui étaient déchirés tellement qu'on était poussés. Derrière nous, il y avait des motos. Ils ont poussé des gens, ils ont frappé. Il y a des gens qui leurs pantalons ont été déchirés. Il y a des gens qui sont blessés. Alors la violence, elle est de côté de la police, pas de côté des sans-papiers. La roquette est interdite, elle n'est pas interdite la rue de la roquette. Vous avez vu? L'intersection Riquiller-Roquette. La partie entre l'intersection et l'avenue de l'intersection. C'est pas la même chose. En fait, hier, la préfecture de Paris, ils ont interdit une portion de la manifestation faite et demandée par le 9e collectif en bonne et due forme. Et aujourd'hui, comme vous constatez, on est bloqué, on ne peut pas sortir. Ce matin, la préfecture nous a dit qu'on ne pouvait pas tirer rue de la Roquette. Ils ont donné une garantie au juge. Donc le juge, fort de cette garantie, nous rejette. Et après, sur le terrain, on nous dit cette garantie, nous, on ne connaît pas. Voilà, donc la préfecture devant le tribunal tient un discours. Et après, sur le terrain, eh bien, les policiers font le contraire. Voilà. On nous montre un arrêté qui n'a rien à voir avec ce qu'on a entre les mains. Et on nous dit que la rue La Roquette est également interdite. Alors que le préfet a fourni des documents là ce matin au tribunal administratif pour dire que c'est la rue Keller qui est interdite, la rue où habite le ministre de l'Intérieur. Donc là, il faut continuer. Je pense qu'il faut poursuivre la bataille juridique. C'est important pour faire valoir son droit de manifester librement. On reviendra, c'est le problème. On reviendra la prochaine fois et à chaque fois. Voilà. Ils vont pousser tout le monde dans le métro. Voilà, ils vont nous pousser dans le métro. Merci, au revoir. Aujourd'hui, la continuité institutionnelle s'installe au Venezuela. Aujourd'hui, Nicolás Maduro est le président de tous les Vénézuéliens. On est cours de la Reine, en face de la statue de Simon Bolivar, le premier indépendantiste d'Amérique du Sud. On est réunis aujourd'hui, ce soir, pour appuyer les légitimités des élections qui sont passées dimanche dernier, le 14 avril. Quand le président meurt, on fait des élections normales. Suite à ces élections, donc, le candidat socialiste a gagné, bon, ça c'est super. Nicolás Maduro était investi officiellement. Le président Maduro, il a gagné au Venezuela les élections présidentielles, mais il a la droite vénézuélienne qui ne reconnaît pas ces résultats. L'autre candidat, donc le candidat de droite de l'opposition, a appelé ses partisans à descendre dans la rue. En appelant à ne pas respecter le processus électoral là-bas au Venezuela. C'est aussi un message qu'ils ont voulu envoyer à la droite vénézuélienne pour qu'elle respecte l'ordre constitutionnel. Car aujourd'hui, on ne fait plus comme ça en Amérique latine. La droite vénézuélienne est en train de faire un coup d'État, même silencieux, mais c'est un coup d'État. Il y a eu 8 morts entre lundi, mardi, une soixantaine de blessés, un peu plus, des hôpitaux qui ont été brûlés, des écoles, des maisons du Parti Socialiste, des dirigeants politiques qui ont été tués. La droite vénézuélienne a monté une guerre, comme par exemple, on a coupé l'électricité dans les États où le président Maduro allait. Il faut manipuler tout en termes de la nourriture, en termes d'électricité et de transport pour changer la vie de certaines populations. La droite a fait beaucoup d'efforts avec ça et aussi avec les médias. C'est pour ça qu'on a peur de la droite. Avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition, se sont déchaînés et ça a failli jouer un mauvais tour. Dès les premières minutes qui ont suivi les résultats, pratiquement toute l'Amérique latine, du Mexique au Chili, et je fais exprès d'utiliser ces deux pays-là, ont reconnu la victoire souveraine
de Nicolás Maduro est l'expression du peuple vénézuélien. Es un ejemplo para todo el país. Et las elecciones que no puede, tiene que ganar. Quand on remet le peuple au cœur du processus, il prend sa place et il est beaucoup plus présent. Nicolás Maduro a eu plus que 50% des voix, donc il faut reconnaître que le peuple a choisi. Dans n'importe quelle élection du monde, les élections sont serrées, alors... C'est maintenant notre boulot de comprendre pourquoi ce résultat, de travailler ensemble pour gagner encore ces gens qui un jour étaient chavistes. Chavez est mort il y a un peu plus d'un mois aujourd'hui. C'est à nous de continuer tous les chemins, de continuer tous les parcours qu'il a déjà préétablis avant son décès. Si vous allez au Venezuela, vous verrez qu'il y a de moins en moins de pauvres, il y a de moins en moins de personnes qui ne savent plus lire et écrire. La Venezuela du siglo XX, c'est totalement différent du siglo XXI. Tout le monde est au même niveau. Ceux qui n'ont pas au rang et ceux qui ont, c'est très bien. On ne refuse pas la richesse, on ne déteste pas les riches. Le gouvernement s'est très approximé à la population. La distribution de los recursos, c'est totalement différent. Mais Chavez, il a été aussi critiqué pour certaines de ses amitiés, comme l'Iran, comme certains pays qui ne sont pas vraiment des démocraties. Personne n'est parfait, mais la France aussi a des relations diplomatiques avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, vraiment des gens très démocrates et très humanistes. Hugo Chavez, c'est redonner sa liberté et sa dignité à la population. Viva Chavez, viva Maduro. Aujourd'hui, notre présence, on est là pour réaffirmer nos droits. Ce qu'on veut, c'est l'égalité pour tous. On est place de la Bastille. On est des trans, des bi, des goudous, des PD, des tox, des immigrés, des putes. Et on existe, on est là, point, ils nous feront pas taire. Alors qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui sont en face, là, qui tirent la tronche tout le temps? Aime ton prochain comme toi-même. Qu'on les aime, nous. À la différence d'eux. Nous, on les aime. On leur dit, vous feriez mieux de vous occuper d'amour et de vos enfants d'abord. Cette droite réactionnaire à la con, elle nous fait chier à fond la caisse. Oui, c'est des réactionnaires, c'est des conservateurs, c'est des ultra-catholiques intégristes. Donc les curés rentrent dans les églises, et ceux qui veulent aller les voir dans les églises, ils vont dans les églises. Il faut s'affranchir du poids des religions, des églises. Laissez ça dans le domaine privé. Oui, ça... Il n'a rien à voir ici. Il est hors sujet. Il est hors sujet là. Il n'y a pas que les barjots là, qui ont le droit d'aimer la France, la famille. Eux, ils n'ont pas le monopole du mariage? Bien sûr que non. Pas le monopole de l'amour de Jésus. Oui, c'est une association musulmane ouverte à tous parce que c'est les progressistes, bien sûr, c'est pas que les homosexuels. Les fachos, les nazillons et autres identitaires sont tellement énervés en ce moment. C'est parce qu'ils sentent qu'ils vont perdre. Mais franchement, c'est là on voit que c'est un pays de racistes. De ce pays qui est en train de devenir facho, rétrograde, etc. Et j'ai honte, j'ai vraiment honte d'être française. En Nouvelle-Zélande, c'est passé tout seul. En Royaume-Uni, c'est pareil. Il n'y a pas d'argument qui justifie de refuser à des gens de faire selon leur cœur. On a juste une sexualité différente, donc... Nous, on va pas voir ce qu'ils font dans leur lit. La sodomie, elle est pas que pour les homosexuels, elle est aussi pour les hétérosexuels en plus. Donc... Un homosexuel, il se balade pas avec son sexe sur la tête. Avant de penser à l'homme, il pense simplement à la personne en train de se faire l'amour, c'est tout. Ouais, c'est des obsédés. Moi, quand je regarde ces gens, je les vois pas en train de copuler. C'est des individus. Ça remet en cause les fondements de leur vision et de la société qu'ils ont. Voilà. Faut penser aussi à ceux qui n'ont pas de sexualité quand même. Oui, bien sûr. C'est très difficile. Voilà. Pourtant, vous avez de beaux restes, franchement. Oh, merci. C'est adorable. Parce qu'on est amour et parce que si on veut que les choses changent, il faut que chacun ait un peu plus de respect de soi-même et respect de l'autre. Est-ce qu'on peut vraiment cautionner aujourd'hui le fait qu'en France, au XXIe siècle, en 2013, il y a encore des gens qui puissent passer à tabac des jeunes dans le quartier du Marais. Les actes et les violences depuis quelque temps, il n'y a jamais eu autant d'homophobie. Voilà ce qu'ils ont fait, c'est ouvrir les vannes. En plus, ils sont tellement lâches qu'ils s'attaquent en général à 10 contre 1 ou 2. C'est scandaleux de voir une telle haine. Mais on va pas se laisser faire. C'est super triste qu'en 2013, on soit réduit à remanifester pour des choses qu'on commençait à croire vaguement acquis. De toute façon, là, dans quelques jours, ils vont rien comprendre ce qui va leur arriver. Ils vont aller se coucher dans leur petite niche, les fachos, et on les entendra plus. Et à ce moment-là, nous, on sera fiers de dire on a fait ça, on rentrera dans l'histoire. Et nous, aujourd'hui, on est fiers de dire on
est pour le mariage, pour l'adoption et pour la PMA. On est devant la mairie du 4e, rassemblement de toutes les associations et tous les sympathisants pour fêter le vote de la loi qui permet l'ouverture du mariage aux homosexuels. Vive le mariage gay! Vive le mariage gay! Vive le mariage pour tous! C'est un combat qu'on mène depuis très longtemps et qu'on attendait avec une impatience qui, vous pouvez l'imaginer, était sans limite. Voilà, on est hyper heureuse forcément que le mariage soit enfin passé et qu'après un temps de mois de lutte et de discours plus ou moins nauséabonds, on a enfin réussi à gagner. On est super contents, on va pouvoir se marier, ouais, encore C'est une avancée historique parce qu'on attend ça depuis des siècles. Moi j'attends ça depuis toute ma vie et qu'on veut se marier. Enfin, c'est la reconnaissance de la population homosexuelle, c'est la fin de sa stigmatisation. Enfin, on a des droits comme tout le monde, vraiment, c'est extraordinaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un jour historique, c'est absolument génial. C'est une avancée en matière de justice sociale, et donc je pense que c'est un grand moment de la société française. Nous sommes tous égaux vis-à-vis de l'impôt, vis-à-vis des lois, etc. Et donc le mariage, c'est aussi un choix de vie, c'est une possibilité qui doit être égale pour tout le monde. Après, moi je ne suis pas homosexuel, mais ça ne m'empêche pas de penser qu'ils ont droit légitimement à ce droit. Et surtout à mon meilleur ami Tristan qui lui est homosexuel. Lui il va pas se marier, mais au moins il aura le choix et c'est ça qui compte. Nous voilà, on n'était pas dans le besoin viscéral de se prouver notre amour par un papier. C'était pas du tout notre besoin. Maintenant effectivement oui, à l'occasion, c'est l'occasion de faire la fête. Je vais pouvoir adopter mes bébés. Et je dis vive l'égalité, vive l'égalité. Et j'embrasse mes enfants que je vais bientôt pouvoir adopter. Vous avez vos robes de mariée qui sont prêtes alors? Non, pas encore. J'en parlais tout à l'heure encore avec mon chéri, j'ai dit ça y est, la loi est passée. Donc on verra ça en septembre. J'ai mon mari avec moi là. Franchement, on va marier bientôt. J'espère, Inch'Allah, on va marier bientôt. Je serai prêt à marier quand j'aurai quelqu'un. Parce que j'ai écoutez, 24 ans, célibataire, sur le 95, n'hésitez pas. Christiane Taubira, épouse-moi s'il te plaît. T'es tombée amoureuse là? Ouais. T'as craqué complètement. Bah moi je veux me marier avec Henri Guénaud, il a voté pour le mariage. Ça va être sympa. C'est vachement sympa. Ah bah avec Luc Châtel à 3, ça va être sympa. Non, tu passes pas ça. Liliane, si tu m'écoutes, si tu me regardes, je suis là, je suis célibataire. Il faut que tu contactes Sarko avant. Je suis un bon coup aussi. Le mariage pour tous, oui. De mère juive, non. Je voudrais juste vous dire que, en assistant au merveilleux vote tout à l'heure à l'Assemblée nationale, j'ai eu une pensée d'abord pour les plus jeunes des homosexuels qui se sont sentis agressés, atteints parfois dans leur chair ces dernières semaines. J'ai pensé à tout cela et j'ai pensé aussi et surtout aux militants qui ont porté ce combat depuis tellement d'années. Il y en a beaucoup parmi vous, certains ne sont plus là aujourd'hui pour voir cette victoire et je veux la leur dédier si vous me le permettez. Je vous remercie toutes et tous pour ce combat que vous nous avez aidé à conduire, pas toujours dans les meilleures conditions, mais l'important c'est la fin. Merci. Avec malgré tout une petite réserve qui va se porter sur le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, pardon. Et donc nous verrons bien dans un mois ce qu'ils vont nous dire. Le prochain combat c'est la PMA et on lâchera pas pour la PMA. Vous voulez leur dire quoi à tous les gens qui ont manifesté contre? Ah ben c'est une erreur. Bien tenté mais dommage. D'abord qu'ils commencent déjà par balayer devant leur porte, éduquer leurs enfants, après on verra s'ils pourront donner des leçons de morale aux couples homosexuels. Tant pis pour vous, mais sans rancune, de toute façon vous verrez avec le temps que finalement les choses ne sont pas aussi dramatiques que vous le pensiez. N'ayez pas peur, tout simplement. Je pense que tout est résumé là. Vous vous êtes épuisés pour rien et vous nous avez épuisés pour rien. On n'a plus rien à leur dire à ce stade. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Non, juste là, profiter de la fête et les laisser de côté pour une fois. On les un peu les oublier. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci d'accorder à France 2 ce grand entretien. Bonjour madame. Vous avez pensé quoi de François Hollande, vous, hier soir? Pas beaucoup de bien. Ils m'ont endormi, en plus j'avais mal à la tête. C'est la même chose que Sarkozy. Hein. Ouais. Donc il promet des choses et puis en fait, ce qu'il dit,
il réalise pas quoi. Ben, personnellement, je trouve que c'était pas mal. Hollande, il a une année, on lui donne une chance. Ouais, on pense, peut-être, ça viendra, il ne faut pas désespérer. Vous l'aimez bien? C'est un vrai mou, c'est un faux dur? Bah c'est ce qu'on dit, c'est flambi quoi. J'aime pas trop juger les gens sur leur charisme, en fait j'y crois pas trop, l'essentiel c'est qu'ils fassent de son mieux quoi. C'est une excellente question. Un vrai mou ou un faux dur? Vrai mou je dirais pas quand même. Je vais dire les deux. Il est mou quoi, franchement, j'ai envie de mettre quelqu'un claque pour qu'il se réveille un peu quoi, mais je ne sais pas quoi. Il paraît qu'hier il était dans un discours vachement rassurant, il a dit il n'y aura pas de politique d'austérité en France. Oui, tout va bien, tout va exceptionnel, tout va bien en fait, on se fait du souci pour rien, tout va bien. Son discours, c'est il y a du chômage, il y avait du chômage. Son discours, on a une dette. Son discours, voilà, c'est tout. Il vous a pas rassuré? Et les vieux, ils sont trop vieux. Bon. Y a rien de rassurant maintenant, hein. Quand on est conscient de ce qui se passe, on ne peut pas être rassuré. Hein. Il dit qu'on n'aura pas de politique d'austérité, qu'on va pas avoir de problème économique. Vous y croyez? Non, pas vraiment. Je crois plus trop. Je pense que ça aurait été pire si on avait gardé Sarkozy. Donc. Je crois qu'il n'y est pas pour grand chose parce que les choses ne vont pas s'évoluer, quelle que soit la personne. Tu veux lui dire quoi? De se bouger un peu. Je suis déçu qu'il s'en prend pas un peu plus aux riches. J'attends pas qu'on me sauve ou quoi que ce soit finalement. Pour vous, il faut augmenter les impôts des riches. Bah, les riches, c'est pas les riches, c'est là où il y a de l'argent. Il paraît que les hommes de pouvoir, ils ont du succès envers les femmes. Vous, il vous plaît? Oh, ben alors là... Non, pas vraiment. Je le trouve moche. Quoi, vous pensez que c'est un bon coup? Non, pas du tout, non. Vous pensez que c'est un bon coup, François Hollande? Franchement, aucune idée. Mais je suis pas dans l'idée Hollande, donc je peux pas savoir. Oui, vous, ça marche pas, les hommes de pouvoir, sur vous, ça marche pas? Moi, j'en sais rien, mais je l'ai pas écouté jusqu'à la fin. Hein. Ah ouais, ça vous a énervé, quoi? Oui, ça m'a énervé. Vous l'aimez pas du tout? Du tout. On est à Paris, devant l'ambassade de Chine. Parce que depuis 14 ans maintenant, donc depuis 99 en Chine, les gens qui pratiquent la méditation Falun Gong, comme vous voyez là, sont arrêtés, torturés. Donc Falun, c'est la roue de la loi. Et Da c'est grand, et Fa c'est la loi, donc c'est la grande loi. Donc en fait c'est la grande loi de l'univers. Le Falun Gong est une discipline qui ressemble un petit peu à un Qigong ou un yoga chinois on pourrait dire. Ce sont des exercices, des positions un peu lentes qui font circuler les énergies dans le corps. On reste calme, on est proche de la terre. Et la terre, c'est la vie aussi. Et le Falun Dafa, c'est une croyance aussi, c'est une pratique spiritualité de l'école de Bouddha. Qui enseigne les trois valeurs, l'authenticité, la bienveillance, la tolérance, sont des valeurs traditionnelles. Avec la révolution culturelle et toutes les répressions politiques qu'il y a eu, les Chinois avaient une soif de retrouver leur tradition. J'ai obtenu cette méthode en France. Et c'était à l'époque au sein de l'ambassade de Chine. De 92 à 99, elle avait un succès fou. Le nombre des pratiquants de Falun Gong se chiffrait entre 70 millions à 100 millions. Le communiste chinois, il ne peut pas laisser tous les 100 millions de peuples chinois qui ont leur propre croyance. Donc c'était devenu un phénomène majeur qui changeait la face de la Chine. Une personne sur 10 ou 12 qui suivait ces principes bouddhistes et taoïstes, qui ne sont pas les mêmes que l'idéologie communiste. C'est des principes qui permettent aux gens d'être, de réfléchir par eux-mêmes, d'être libres, de se développer personnellement. Comme ça, le communiste chinois, il ne peut plus contrôler le pensée, les idées de Chinois. Ça a irrité, je crois, l'ancien dictateur chinois Jiang Zemin, qui disait quoi 100 millions, nous, le Parti communiste chinois, on n'est que 60 millions, donc persécution. Il n'y a pas de démocratie, donc on n'a pas voté pour le leader. L'État voit comme c'est une menace, donc c'est pour juste sécuriser leur pouvoir. Les livres, vidéos, cassettes de Falun Gong ont été confisqués et détruits à grande échelle.
Les sessions d'exercice dans les parcs publics étaient régulièrement harcelées. Certaines ONG parlent de génocide parce que c'est une persécution qui est systématique. Le simple fait que vous soyez pratiquant de Falun Gong, vous êtes exposé à l'arrestation, au lavage de cerveau. Donc c'est une chose inimaginable à croire pour les Occidentaux parce que rien que pour ça, on fait l'objet d'une persécution vraiment très ensanglantée, quoi. Au début, il était dans une prison qui s'appelle Shuangkou et pendant ce temps-là, il y avait un autre pratiquant de Falun Dafa qui a été abattu à mort par les policiers dans la prison. Et les policiers ont marché sur lui et avec les bâtons électriques sur lui. Un autre pratiquant de Falun Dafa a pris ses photos pendant il était dans l'état grave. Un jour, il a été pris du sang et ils ont analysé ses sangs. Quand elle était en prison, c'est juste à côté, en fait, c'est un centre qui fait les prélèvements d'organes sur les pratiquants vivants. En fait, pendant l'opération, il était conscient de tout ce qui se passe. Il entend la peau est découpée, les os et les outils touchaient les os. On sait depuis quelques années maintenant que les pratiquants de Falun Gong sont utilisés comme banque d'organes, c'est-à-dire qu'on prélève les organes sur les corps. Dans les prisons, en fait, c'est fait dans des fourgons blindés de l'armée pour vendre les organes aux hôpitaux. Près de 3650 décès de pratiquants de Falun Gong sous les coups et la torture ont été vérifiés. On pense que pas moins d'1 million sont encore illégalement détenus dans les camps de travail à travers toute la Chine. Les pratiquants de Falun Gong en Chine aujourd'hui parviennent à rester pacifiques et à rien demander. Ils demandent juste le droit de pratiquer leurs exercices. Vraiment pas un problème politique, c'est vraiment un problème de droit le plus essentiel, le droit de vivre. Les pratiquants, on ne touche pas politique. Tout le monde sait, le politique dans le monde entier, je suis désolée de dire que c'est le plus sale métier du monde. Si la persécution n'est pas finie, en Chine, on sera là encore devant l'ambassade. Nous sommes à la conférence de presse du projet CIGEO. Alors nous sommes venus voir ce qui se disait, écouter finalement la propagande de l'Andra, qui est le maître d'ouvrage de ce projet. Et puis on est présent devant avec une banderole pour montrer qu'il y a une opposition à ce projet. L'Andra, en gros, c'est l'organisme qui s'occupe des déchets radioactifs. Donc il y a plusieurs centres de stockage aujourd'hui en France, des centres de stockage donc en surface. Donc il y en a à La Hague, il y en a à Marcoule. Et donc du coup là le projet qu'a l'Andra, c'est d'enfouir les déchets à Bure, donc à 500 mètres sous terre. Quelqu'un est venu nous voir en nous disant que la conférence de presse était réservée aux journalistes. Donc bien, le débat public, bah oui. Non, en fait, c'était la commission et l'Andra qui étaient venus présenter leur projet. Et puis surtout, il ne fallait pas qu'il y ait une voix plus haut que l'autre et des voix qui s'élèvent pour peut-être dire que ce qui se disait là, c'était pas forcément tout à fait vrai. Le nucléaire, je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas leur préoccupation. Ça les intéresse pas beaucoup, quoi. Et pourtant, ça met en cause beaucoup de choses, notre avenir en particulier. Il y a une forme d'égoïsme, je pense. Je pense que la solution retenue pour les déchets, c'est une solution qui a été adoptée dans tous les pays qui ont réfléchi à ces questions. Pour moi, le stockage géologique, enfin pour mes collègues et pour nos collègues dans les pays étrangers qui ont étudié la question, le stockage géologique, c'est-à-dire des déchets bien conditionnés, bien enfermés dans des conteneurs et mis dans des couches géologiques stables à 400-500 mètres de profondeur, c'est une solution qui présente d'excellentes garanties de sûreté pour les générations futures. Les déchets qu'on va y mettre, c'est un tout petit peu, c'est un pouillème, un chouïa pour dire les choses. Ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale que le pouvoir nucléaire est mis en place. Face à un très très gros lobby, les associations antinucléaires ont vraiment peu de moyens. Et voilà, et le mensonge est très très bien installé. Et donc du coup, c'est vrai que les citoyens sont très 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 mal informés. Donc en fait, le nucléaire va complètement avec un esprit totalitaire. En France, il n'a jamais été débattu. Il a toujours échappé au débat démocratique. Et donc prétendre faire des débats publics sur des projets nucléaires, c'est complètement illusoire. Au tout début de
de la séance questions-réponses, la personne a demandé en gros si le public est vraiment contre, est-ce que vous arrêtez le projet? Clairement non, il ne l'arrête pas, même si le public est contre. Donc ça montre à quoi ça sert d'avoir un débat public. Pour moi, dès le début, c'était clair, quoi. L'Andra, le maître d'ouvrage de ce projet CIGEO, est obligé de faire ce débat public. C'était dans la loi. C'est une étape obligatoire sans laquelle l'Andra ne peut pas mener à bien son projet. Le contenu du débat public, c'est maintenant que ça va commencer. Mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas du tout remplies, puisque en fait, on n'a toujours pas fermé le robinet des déchets nucléaires.